Coucou mes chers, comment ça va? Bienvenue dans le cours d'éveil scientifique. Aujourd'hui, nous allons étudier l'écosystème. Avant qu'on entame notre leçon, dites-moi, vous avez une petite idée de ce qu'est un écosystème? Vous en avez déjà entendu parler? Si vous savez déjà ce que c'est très bien. Vous allez pouvoir approfondir vos connaissances. Et si c'est le contraire, ce n'est pas grave. C'est l'occasion de découvrir ce cours qui est très intéressant. Commençons d'abord par Je me demande. Nous allons observer ensemble le document 1 qui représente un milieu de vie à la forêt. Quels sont les êtres vivants qui figurent sur cette image? Alors, on constate qu'il y a des arbres, un lapin, un aigle, un mulot dans les serres de l'aigle, un geai, le sanglier, un hérisson, un gui, des jonquilles, un chêne, des buissons, des champignons, le lierre, de l'herbe et un escargot. Nommons à présent les éléments non vivants. Très bien, alors il y a les rochers, les cailloux et les pierres, de la terre et de l'eau. Maintenant, il faut qu'on entoure deux éléments, vivants ou non, qui sont en relation dans la forêt. Alors, tu as trouvé quelques exemples? On constate qu'il y a l'aigle, ok? L'aigle a capturé un mulot dans ses serres. Le gui se développe autour de la branche d'un arbre. Le lapin a creusé un terrier dans la terre. Le hérisson s'abrite sous un buisson. Le sanglier boit de l'eau. Et enfin, le lierre grimpe sur les arbres et les rochers. Bravo, nous sommes de grands détectives. Nous formons une très bonne équipe. D'après toi, quel type de relation peut-il y avoir dans la forêt? Il y a par exemple la relation de prédation. La prédation, c'est quand un prédateur, comme le lion par exemple, attaque sa proie pour s'en nourrir. On va d'abord voir quelles relations peuvent exister entre les êtres vivants. Pour avoir une petite idée, nous allons regarder cette vidéo qui illustre les différentes relations entre les êtres vivants. En piqué, l'aigle royal atteint 320 km/h et il manque rarement sa cible. Ce prédateur aérien n'a peur de rien et n'hésite pas à user de ses serres puissantes pour terrasser des proies, parfois 2 fois plus grosses que lui. La forêt bruisse d'échanges d'informations. Et parmi les principaux relais, il y a donc les champignons. Ils partagent leur territoire avec les racines des arbres et établissent ainsi des contacts étroits avec elles. Les champignons tissent un réseau souterrain de filaments qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Ce voile très fin, qui enveloppe les racines, sert d'intermédiaire dans un troc fascinant. Le champignon fournit azote et phosphore à l'arbre en échange de sucre issu de la photosynthèse. Les boules de gui sont surtout présentes dans les vallées humides, là où il y a des arbres fruitiers. Entre autres, on le retrouve aussi sur les saules et sur les frênes. Sur les pommiers, il est capable de les anéantir complètement, surtout s'il y en a une grande présence, car lorsqu'il y a une tempête, il y a une prise au vent et il risque de tomber. Le gui a aussi un autre inconvénient, c'est qu'il suce la sève de nos arbres fruitiers.
La vidéo qu'on vient de voir va nous aider à relier chaque vignette à la bonne réponse. Donc l'aigle est un rapace qui chasse ses proies et les capture dans ses serres avant de s'en nourrir. L'aigle est un prédateur. Le jet des chênes est la sentinelle de la forêt. Au moindre danger, il alerte tous les habitants en poussant un cri strident. Les amanites sont des champignons. Ils colonisent les racines des arbres et se nourrissent de leur sucre. Les arbres récupèrent, grâce aux champignons, des éléments nutritifs dont ils ont besoin pour grandir. Donc là, il y a un échange de nutriments entre les champignons, qui sont les amanites, et les arbres. D'accord ? Les boules de gui sont des végétaux parasites. Ils puisent les éléments nutritifs dans la sève des arbres sur lesquels elles poussent. Elles les affaiblissent et les empêchent de croître correctement. On parle de prédation quand un animal en attrape un autre pour le manger. On parle de symbiose quand deux individus d'espèces différentes ont un intérêt réciproque à vivre ensemble. Leurs survies sont liées. La symbiose, c'est-à-dire que l'on ne peut pas vivre sans l'autre. Et on parle de parasitisme quand un individu, c'est-à-dire le parasite, tire profit d'une autre espèce, qui est l'hôte, à ses dépens. C'est-à-dire que le parasite, afin qu'il survive, il fait quoi? Il profite de l'autre être vivant tout en nuisant à sa santé. Et on parle de coopération quand des espèces s'entraident, mais que ce n'est pas indispensable à leur survie. La coopération, ça veut dire qu'elles travaillent en équipe, mais elles peuvent très bien vivre sans s'aider mutuellement. Pour l'aigle et sa proie, on parle d'une relation de prédation. Pour le jet des chênes et les autres habitants de la forêt, on parle de coopération, parce qu'ils coopèrent. Pour les amanites et les arbres, on parle de symbiose, parce qu'ils vivent en harmonie entre eux. Et pour la boule de gui, comme je vous ai dit tout à l'heure, le gui est un parasite, donc on parle de parasitisme. Maintenant, pour chaque duo du document 2, nous allons indiquer s'il s'agit d'une situation de symbiose ou de parasitisme. On va prendre exemple de la tique et le chien. Quand la tique se fixe sur le chien, elle se nourrit de son sang. Le plus dangereux pour le chien n'est pas le manque de sang, mais les maladies graves que les tiques peuvent lui transmettre et qui peuvent s'avérer mortelles. Étant donné que le bénéfice que la tique tire de cette interaction se fait au détriment du chien, il s'agit du parasitisme, c'est-à-dire que la tique est le parasite et le chien est l'hôte. Tandis que pour la relation entre le pluvian d'Égypte et le crocodile, là on parle de symbiose, parce que les deux y trouvent un intérêt réciproque. Comment? Je vous explique. Les pluvians d'Égypte sont des oiseaux qui se nourrissent principalement d'insectes, de coquillages et de lézards. Ils pendent leurs œufs sur le sable et laissant ainsi œufs et petits à la vue de tous. Mais il a trouvé un moyen étonnant pour les protéger. Il nettoie les dents des crocodiles en extrayant de la nourriture et d'autres parasites de leur gueule. En retour, le crocodile protège les œufs et les petits de l'oiseau. On dit que deux éléments qui ont des relations entre eux sont en interaction. Passons à présent aux relations qui peuvent exister entre les êtres vivants et leur environnement. Alors, en t'aidant du document 1, donne deux exemples d'interaction entre un être vivant et un élément non vivant. Pour le premier exemple, on observe de l'eau qui est bue par le sanglier. Le deuxième exemple, c'est que le rocher permet aux lierres de s'accrocher et de croître. Les êtres vivants qui peuplent un milieu de vie et les relations existant entre ces êtres vivants et leur milieu composent un écosystème. On a étudié l'écosystème, on a vu les relations entre les êtres vivants et les relations entre les êtres vivants et leur environnement. Maintenant, on va voir en quoi ces relations sont-elles importantes pour le milieu de vie. On va reprendre le document 1. Que se passerait-il à votre avis si ces éléments disparaissaient? On commence par les amanites. Si les amanites disparaissaient, qu'est-ce qui se passerait?
Très bien. Donc, sans elles, l'arbre serait malade ou moins résistant. Et pour la trouée de lumière, sans la trouée de lumière, les petits végétaux mourraient. Qu'en est-il de l'eau? Vous savez très bien que l'eau est indispensable à la vie. Sans elle, les animaux ne pourraient pas boire, pourraient donc mourir et les végétaux aussi. Et que se passerait-il si le rocher disparaissait? Comme le lierre est un végétal qui a besoin de s'accrocher sur quelque chose pour croître, sans le rocher, le lierre ne pourrait pas se développer. On complète la phrase suivante. Si un être vivant disparaissait ou si le milieu et ses conditions se modifient, l'écosystème est perturbé. Donc, un écosystème, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction entre eux-mêmes et avec leur environnement. En passant maintenant au résumé, dites-moi ce que vous avez compris. On appelle écosystème un milieu de vie associé aux êtres vivants et à toutes les relations qui existent. Les êtres vivants sont ils sont en interaction entre eux et avec le milieu. Par exemple, on peut avoir des relations de symbiose, de parasitisme ou de coopération. Voilà mes chers scientifiques, c'est la fin de notre leçon et à bientôt pour une nouvelle découverte.